un tube de dentifrice, c'est une citation d'Adlai Stevenson, candidat malheureux démocrate malheureux à la présidentielle de 1952, pour critiquer le premier police spot. Alors c'est un terme français qui a été formé pour décrire ces spots publicitaires à message politique qui apparaissent donc à la télévision américaine à partir de 1952 et qui m'ont semblé un bon point d'étude pour comprendre les relations entre culture, médias, pouvoir aux États-Unis et en particulier autour de la télévision et de la façon dont elle transforme, mais aussi dont elle révèle la culture politique américaine et la culture américaine de façon générale, son rapport au pouvoir et à la démocratie, parce que contrairement à ce que vous avez entendu en première partie de cette journée, à propos des médias européens, la télévision américaine est une télévision principalement, majoritairement privée. Il y a une chaîne publique qui a été créée en 1970, c'est PBS, mais dont l'audience reste tout à fait confidentielle. Et entre 1945, 1946 et 1991, c'est vraiment la période de domination des networks, remise en cause dans les années 80, mais en gros, pour notre période qui nous intéresse, c'est NBC, CBS et NBC qui se partagent 92% de l'audience jusqu'à la fin des années 70 et 67% à peu près dans les années 80 grâce à l'essor du câble. Donc une télévision américaine qui est un média entièrement privé, donc ici aux États-Unis, l'adéquation consommateur-citoyen dont a parlé Pierre Musso, elle est assumée d'emblée, d'autant plus que la politique, vous le savez si vous suivez les élections américaines, les élections ont lieu un mardi, donc c'est un jour de travail, et donc il faut, là encore, mobiliser l'électorat pour l'amener aux urnes. Donc les networks américains se partagent l'essentiel des audiences, ce sont des chaînes privées rémunérées grâce à la publicité. Jusqu'au début des années 50, ce sont des annonceurs uniques qui sponsorisent des programmes qui sont majoritairement des programmes de divertissement. L'information est réduite à la portion congrue. Et à partir du milieu des années 50, c'est un peu plus progressif que ça, mais disons à partir du milieu des années 50, il y a des pages publicitaires qui vont interrompre les programmes, donc on passe du sponsor unique à des sponsors multiples. Et là encore, c'est extrêmement codifié, c'est 16 minutes de publicité par heure à partir du milieu des années 50. C'est énorme. Pour comprendre, si vous voulez comprendre quoi que ce soit à la télévision américaine, il faut vraiment imaginer que et c'est né comme ça, c'est de la radio avec des images. Donc imaginez Europe 1 ou RTL avec des images, puisque maintenant en plus c'est le cas. Mais donc les émissions sont interrompues constamment par des messages publicitaires et avec des programmes qui commencent à l'heure ou à la demi-heure, comme sur les radios. Dès 1955, la télévision est devenue aux États-Unis un média de masse avec plus de 2/3 des foyers américains équipés et qui regardent, ou en tout cas où la télévision est allumée dans le foyer, en moyenne 5 heures par jour. Alors c'est moins la semaine et plus le week-end, mais 5 heures par jour. 6 heures par jour à partir des années 70 et 7 heures par jour dans les années 80. Donc en termes de publicité, ça fait 1h20 de publicité quotidienne dans les années 50 et 60, 1h36 dans les années 70, 1h52 et on atteint même les 2 heures à la fin de votre période. Donc évidemment, la publicité est un fondement de la culture médiatique américaine et de la culture tout court. Et dès 1952, évidemment, les partis politiques vont s'intéresser à ces espaces publicitaires, vont acheter des espaces publicitaires pour faire passer leur message et vendre leurs candidats comme un tube de dentifrice. Donc un petit exemple quand même d'à quoi ressemble une publicité télévisée dans les années 50 pour que vous compreniez
spot de 1952 que je vais vous passer après. Any place, any time is a good time for Coke. Only Coca-Cola gives you that refreshing new feeling, refreshing new feeling, refreshing new feeling. Coca-Cola is bright and lively, Coca-Cola has more zest, Coca-Cola has more zest and living, refreshing that only Coca-Cola gives you. Donc, ça dure 1 minute. Vous voyez bien que c'est ce qu'on appelle la technique du hard sell en anglais ou de matraquage publicitaire en français. On vous montre le produit, rien que le produit, avec un jingle et un seul message, le Coca-Cola, ça rafraîchit. Simple, basique, efficace. Évidemment, en termes d'image aussi, ce qu'on vous vend, c'est la joie, le fun, la détente, le divertissement. Et ce qui est intéressant aussi ici en termes d'image, c'est que évidemment c'est un spot publicitaire des années 50, donc dans une Amérique ségrégée où tous les consommateurs sont blancs et où le seul qui est un petit peu bronzé est le serveur. Donc c'est exactement à la même période que donc le Parti républicain, sous l'influence d'un publicitaire qui s'appelle, excusez-moi, pas Rosser mais Ross, Ross Reeves, qui convainc donc le Parti républicain de vendre leur candidat, donc le général Eisenhower, héros de la Seconde Guerre mondiale, comme un tube de dentifrice. Et pour cela, il va faire appel au dessinateur Roy Disney, le frère de Walt. Walt et Roy Disney étaient très proches du Parti républicain, et au compositeur Irving Berlin, donc, qui est un des compositeurs les plus en vogue de l'époque. Et ça donne ça. I'm for president, I'm for president, I'm for president, I'm for president. You like ice, I like ice, everybody likes ice. For president, hang out the banner and beat the drum. We'll take ice to Washington. We don't want John or Harry, let's do that big jump. Les ânes, c'est le symbole du Parti démocrate. Et l'éléphant du Parti républicain. Everybody likes ice for president. Hang out the banner and beat the drum. We'll take ice to Washington. We got to get where we are going. Travel day and night for president. Adelaide, go the other way. We'll all go with ice. Donc là aussi, une musique très entraînante qui reste dans la tête, un message ultra simple, j'aime bien Ike, donc je vais voter pour lui et je vais l'envoyer à Washington. Aucun programme. En revanche, au niveau des images, il est clair que Eisenhower s'adresse là encore à une Amérique montrée comme uniformément blanche, par contre diverse dans ses classes sociales, puisque vous avez un agriculteur, un employé de bureau, un ouvrier, une famille, puisqu'on est là encore dans l'Amérique du baby-boom. Donc vraiment un président que l'on vend comme un tube de dentifrice pour l'ensemble de la population et qu'on rend sympathique, puisque c'est le but principal de ce message. Ce qui est important aussi avec le choix du dessin animé, c'est que très tôt, les enfants font partie des cibles de la communication politique, puisque là encore, comme pour un tube de dentifrice ou un paquet de céréales, si vous avez les enfants, vous avez la mère et vous avez ensuite le père. Donc c'est vraiment de la technique marketing pour vendre ce héros de la Seconde Guerre mondiale comme un tube de dentifrice. Il n'est fait aucune référence ni à son programme politique, ni à son passé glorieux. Ça pourrait être Ike, ça pourrait être n'importe qui. En 1960, la campagne Kennedy reprend exactement la même formule, mais avec un peu plus de modernité. En revanche, regardez ici les images, les photographies, la représentation d'Amérique. Donc on vend un candidat jeune. Mais on fait ici du marketing ciblé
protection des groupes minoritaires de la population et des oubliés, précisément de Eisenhower, qui est le président sortant. Et donc, on montre des Noirs, on montre des personnes âgées. Il y a aussi à un moment le drapeau israélien, puisque le Parti démocrate est devenu très populaire auprès de la communauté juive en reconnaissant Israël dès 1948. Voilà. Et comme Kennedy est catholique, évidemment, il s'adresse aussi aux immigrés récents d'Europe du Sud et de l'Est, qui sont catholiques et juifs, qui ne sont pas protestants. Donc on est ici dans le micro-marketing et avec d'autres spots publicitaires que vous pouvez trouver sur YouTube, avec notamment Jackie Kennedy qui s'adresse en espagnol à donc l'électorat hispanophone, ou Harry Belafonte, acteur et chanteur très populaire à l'époque, afro-américain, qui s'adresse là aussi à sa communauté. Donc on a là une évolution de la publicité en ce qu'on appelle le marketing ciblé, segmentant, appliqué à la communication politique. Dans les années 60, en 1968, les baby boomers et les Américains de façon générale sont plus habitués à la télévision, les publicités deviennent plus complexes dans leur message, on abandonne de plus en plus le jingle et les techniques du hard sell. Et en 1968, ce spot de Nixon me semble particulièrement intéressant pour les influences de la culture et notamment de l'art dans la communication politique et dans la communication politique télévisée, puisqu'il fait appel au documentariste Eugene S. Jones, qui réalise à la même année un documentaire sur la guerre du Vietnam qui s'appelle A Face of War, qui est un documentaire sans commentaire, un montage de scènes qu'il a filmées aux côtés des Marines au Vietnam. Et ici, il s'agit d'un montage photographique de faire croire au téléspectateur, lui laisser tirer sa conclusion lui-même, et par ce montage photographique, par ces effets sonores, le but est de lier le candidat, donc l'adversaire de Nixon, Herbert Humphrey, à tout ce qui va mal aux États-Unis en 1968, c'est à la fois le chaos de la Convention démocrate du mois d'août, et puis évidemment la responsabilité de la guerre du Vietnam, avec des images particulièrement violentes, auxquelles on rajoute les images donc d'Américains pauvres dont les démocrates sont montrés comme responsables. Donc c'est vraiment là la télévision qui montre le message qui n'est pas explicite, qui devient implicite, mais qui est tout aussi efficace. Et Nixon sera donc victorieux en 1968, pas uniquement bien sûr à cause de ce spot publicitaire, mais on voit bien, encore une fois, comment la communication politique s'inspire aussi de l'art et de la pratique de l'installation vidéo qui débute dans les années 60. Dans les années 70, on va passer progressivement à des publicités plus élaborées et notamment des choses plus narratives. Je ne vous l'ai pas mis par manque de temps, mais vous pouvez voir aussi sur YouTube, il y a des spots pour Carter où on vous vend Jimmy Carter comme un petit gars du Sud, quelqu'un qui a grandi dans une ferme, qui est extrêmement humble, qui est voilà, un bon chrétien, etc., passant sous silence
le fait qu'il est le roi de la cacahuète, l'héritier de l'empire de la cacahuète. Ronald Reagan, dans les années 80, va être le président qui maîtrise le mieux la communication télévisuelle. C'est évidemment un ancien acteur d'Hollywood, mais il a aussi derrière lui une équipe qui a très bien compris la force de la télévision. Et en 1984, notamment, il s'illustre par deux spots publicitaires. Enfin, il y en a d'autres, mais ces deux-là sont les plus célèbres. Le premier est destiné à provoquer la peur, et le second à rassurer, là encore montrant une des fonctions essentielles de la télévision, qui est de transmettre des émotions bien plus que des messages, et c'est ce que Pierre Musso vous a dit tout à l'heure avec le passage de la paléotélé à la néo-télé, mais on est vraiment dans la néo-télévision aux États-Unis pratiquement depuis son origine. Donc ici, The Bear, ça fonctionne là encore par métaphore. La communication politique se fait moins explicite. There's a bear in the woods. For some people, the bear is easy to see. Others don't see it at all. Some people say the bear is tame. Others say it's vicious and dangerous. Since no one can really be sure who's right, isn't it smart to be as strong as the bear? If there is a bear. Donc évidemment, ici l'ours, c'est sans le nommer l'Union soviétique, et on est en 1984, et on rappelle aux Américains que la guerre froide existe toujours, que l'Union soviétique est toujours une menace, et que face à cette menace, il vaut mieux une continuité dans la présidence plutôt que de prendre le risque d'élire un candidat démocrate associé à Carter et donc à ses positions plus, disons, modérées, plus faibles sur la scène internationale. Après avoir provoqué la peur, il est important aussi, pour susciter le désir et l'adhésion des Américains, de leur rappeler que quand même tout va bien, puisque Reagan est le président sortant et que là aussi, il faut continuer à lui laisser le pouvoir. It's morning again in America. Today, more men and women will go to work than ever before in our country's history. With interest rates at about half the record highs of 1980, nearly 2,000 families today will buy new homes, more than at any time in the past 4 years. Donc on est ici dans les valeurs néoconservatrices traditionnelles, le travail, la famille, la religion. And with inflation at less than half of what it was just 4 years ago, they can look forward with confidence to the future. It's morning again in America. And under the leadership of President Reagan, our country is prouder and stronger and better. Why would we ever want to return to where we were less than 4 short years ago? On est quand même mieux sous Reagan qu'avant. Je rappelle que le slogan de Reagan en 1980 était déjà « Make America Great Again ». C'est toujours les mêmes messages. Je termine par la dernière campagne de votre période, la campagne de 88, donc celle qui a vu s'affronter Bush et Dukakis, et qui dit aussi des choses de la transformation de la vie politique américaine, et notamment du message du Parti républicain. Je vous ai mis quasiment que des républicains, j'en suis désolée de ce parti pris politique, mais c'est quand même extrêmement intéressant dans les discours. Donc il s'agit ici d'un polyspot, cette fois-ci qui n'est pas officiellement produit par la campagne du candidat Bush, mais par un de ces fameux PAC, ces comités d'action politique privés. Donc lui, il s'appelle National Security PAC, qui soutient donc le candidat Bush. Bush and Dukakis on crime. Bush supports the death penalty for first-degree murderers.
Dukakis not only opposes the death penalty, he allowed first-degree murderers to have weekend passes from prison. One was Willie Horton, who murdered a boy in a robbery, stabbing him 19 times. Despite a life sentence, Horton received 10 weekend passes from prison. Horton fled, kidnapped a young couple, stabbing the man and repeatedly raping his girlfriend. Weekend prison passes. Dukakis on crime. Donc on est ici aussi dans des spots qu'on appelle les spots de campagne négative. Donc il s'agit de décrédibiliser l'opposant du candidat que l'on soutient. Et là encore, il s'agit d'un procédé qui est éminemment télévisuel, c'est-à-dire de rendre un fait divers, de rendre l'anecdote et de lui donner une portée générale. L'anecdote ici, c'est le fait que William Horton, qui est appelé Willy dans le spot de pub, et c'est pas anodin, William Horton donc était un meurtrier récidiviste condamné à vie à la prison dans le Massachusetts, mais que lors d'un de ses week-ends de permission, puisque la Cour suprême du Massachusetts avait dit que si les prisonniers avaient droit à des week-ends de permission, on n'avait pas le droit d'exclure les meurtriers au nom de l'égalité, et donc si on voulait les laisser sortir de temps en temps pour favoriser leur réinsertion, il fallait aussi laisser sortir les meurtriers récidivistes condamnés à vie. C'est la jurisprudence américaine. Bref, le William Horton est sorti de prison et il a repris ses bonnes habitudes et a cambriolé une maison, violé la femme blanche qui se trouvait dans cette maison sous les yeux du mari avant de poignarder le mari. Donc c'est évidemment un fait divers qui choque l'opinion, mais ce qui est intéressant ici, c'est la façon dont ce fait divers est imputé à Dukakis, gouverneur du Massachusetts, qui n'avait rien à voir dans cette loi sur les Weekend Prison Passes, mais qui était favorable à la réinsertion des prisonniers, comme les démocrates le sont depuis les années 70. Et donc, on présente le candidat George Bush comme le candidat de l'ordre, et qui est évidemment favorable à la peine de mort. Donc on retrouve là encore un discours néoconservateur qui se durcit à la fin des années 80 et un message raciste qui est à peine dissimulé avec cette association depuis Nixon et les années 70 entre les Noirs et le crime à travers les guerres menées par la police américaine contre les trafiquants et les consommateurs de drogue. Donc ces spots politiques, pour conclure, sont tout à fait emblématiques de la culture politique américaine et de la façon dont la politique est aux États-Unis un marché comme un autre, et où vraiment les électeurs sont considérés comme des consommateurs avec des messages qui vont être de plus en plus ciblés, de plus en plus segmentants, évidemment testés par des sondages et avec la présence de conseillers en communication et de conseillers en images qui vont prendre une importance croissante au cours de votre période. Ça commence avec Eisenhower, surtout avec Kennedy, et puis ça va jusqu'à Reagan. Vous pouvez voir et revoir tous ces spots publicitaires et bien d'autres sur un site qui s'appelle thelivingroomcandidates.org. Ils sont aussi sur YouTube, mais ce site-là est en anglais et vous présente quand même ces spots publicitaires contextualisés avec la date, etc. et la façon dont ils ont été reçus aux États-Unis à l'époque. Voilà, je m'arrête là pour éviter de prendre plus de retard.